Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Uropois. Nous sommes avec le philosophe Mehdi Belhaj-Kassem. Et on va tout simplement parler sur cette courte vidéo. Quels sont les philosophes à suivre, actualité philosophique et quels philosophes suivre aujourd'hui. En plus de Mehdi Belhaj-Kassem, tu as ton site internet, donc on mettra le lien en fait. Ouais, De ton ok, site. il y a plein de. Voilà, medibelhajkassem.com. C'est facile à trouver. Maintenant, je mets plein de vidéos de conférences voilà, sur mon travail philosophique. Voilà. Je mets pas les interviews, je mets pas les débats nombreux auxquels je participe parce que c'est pas un truc narcissique, c'est vraiment un truc pour exposer à mon système philosophique, système du pléonectique, comme je l'appelle. Voilà. Et t'es le seul philosophe gilet jaune à avoir porté le gilet jaune. Est-ce que t'en connais d'autres qui ont porté le gilet jaune dans ce petit milieu de la philosophie Bah, y en a un que j'apprécie, ou du moins que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jacob Rogozinski, qui a écrit des textes vraiment bien sur les gilets jaunes. Le problème, c'est qu'il est devenu extrêmement covidiste. La dernière fois qu'on a échangé des mails, c'était comme avec tous les covidistes, on dirait de dessous. Il y a eu un peu, paraît-il, mais je ne suis pas allé voir, Étienne Balibar, vieux philosophe marxiste aussi, qui paraît-il a écrit des. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil. À part ça, non, c'est vrai que mon ex-maître Alain Badiou, sur lequel je suis en train de faire une lettre ouverte extrêmement violente, mais à travers lui, il s'agit de s'adresser à l'ensemble des philosophes et des intellectuels, non seulement en France, mais dans le monde entier. Parce que Badiou est connu dans le monde entier, donc tu vois, c'est d'une pierre 200 coups, quoi, quand tu attaques Badiou. Parle fort, il y en a qui ont des problèmes de sonotone. Oui, désolé. Et lui n'a rien compris, Alain Badiou, aux gilets jaunes, et il comprend encore moins la crise du Covid. Voilà. Il est complètement à la rue. Je ne dis pas du tout qu'il est gâteux. Je pense que le pire, c'est qu'il n'est pas gâteux. Il est en pleine possession de ses moyens. Et c'est bien ça le pire. Et c'est la peur qui les fait se coucher, ces grands philosophes entre guillemets là. Oui, pour beaucoup, oui, c'est la peur, c'est le conformisme. C'est une peur très mesquine, c'est-à-dire c'est pas une peur forcément du virus, c'est une peur d'être exclu de l'institution et puis surtout d'être exclu des médias, de plus avoir sa petite tribune dans le grand quotidien national, de plus être invité à la radio France ceci ou France cela, de plus être invité sur les plateaux télé, etc. Alors, si on s'intéresse à la philosophie actuellement, et si on veut comprendre quelque chose, peut-être on peut aller sur ton site, mais tu aurais quels autres philosophes, des gars qui produisent de la pensée, pas pour penser à notre place, mais pour nous donner des clés de réflexion, pour penser différemment, pour changer notre cadre de lecture, tout simplement sur notre propre vie. Tu aurais qui à nous conseiller? Eh ben, il n'y en a pas beaucoup là qui sur plus des gilets jaunes, mais uniquement la crise sanitaire depuis 2 ans. Il y a Agamben, parce qu'Agamben, ça fait 30 ans, voire plus. Mais bien, épelle bien le nom. Giorgio Agamben, c'est un philosophe italien internationalement connu, qui a publié énormément, qui est vraiment un grand philosophe, et qui est un des très rares à avoir sauvé l'honneur des philosophes de sa génération en tout cas. Mais c'est même pas question de génération, parce qu'il y a plein de jeunes. Voilà. Donc si tu tapes sur Google Agan... A-G-A-M-B-E-N, tu vas avoir un déluge de références et de liens. Ouais. Il est très coconnu. Et lui, c'est un des rares qui a sauvé l'honneur, parce que depuis 30 ans, 40 ans, il travaille sur la question de... Il a beaucoup travaillé sur le nazisme, et son diagnostic sur le nazisme, c'est que chaque fois qu'on met la médecine, le stalinisme avait un tout petit peu fait ça, mais jamais on l'a fait plus, on l'avait fait plus qu'avec le nazisme, jusqu'à évidemment aujourd'hui, on dépasse encore de toutes parts tous les excès du nazisme. C'est-à-dire à chaque fois que tu mets la médecine au premier plan d'une politique, tu peux être sûr que le pire va arriver. C'est ce que dit aussi une rescapée de la Shoah que j'admire beaucoup, Vera Sharab. Elle dit voilà, la politique nazie, elle a commencé. Un de ses gestes très forts dès le début, c'était de recruter 70% des médecins pour donner
un vernis scientifique, tu vois, à la politique d'extermination. Donc Agamben, ça fait 30-40 ans qu'il travaille sur tout ça, qui dit que la différence entre démocratie et dictature est en train de s'estomper irréparablement, on y est, qui dit que l'état d'exception risque de devenir la règle, tu vois, on y est, ça fait 30 ans qu'il dit ça, et que beaucoup de gens lui disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, Agamben, il exagère, mais non, la démocratie, c'est pas la dictature, mais non, on n'est pas dans un état d'exception permanent, et ça, et là, voilà, dans un colloque auquel j'ai participé, où il était en visioconférence, parce qu'il sort plus beaucoup de chez lui, il a 80 ans, et il a dit que ce qui se passait en ce moment en Italie, donc de fil en aiguille, en France, au Canada, en Australie, etc. En tout cas, en Italie, il a dit c'est 10 fois pire que ce qui s'est passé sous le fascisme. Donc voilà, le premier à lire aujourd'hui, à méditer, c'est vraiment Giorgio Agamben. Il y a un philosophe, un très grand philosophe des sciences, un des plus grands aujourd'hui, il est assez jeune, 45-50 ans, il parle parfaitement 3 langues, il est allemand et il enseigne à Lausanne, mais il parle aussi parfaitement français, donc vous pouvez aller le voir. Pareil avec Agamben, hein. Là je vous donne en plus 3 philosophes qui parlent très bien français. Si j'avais connu connaissance d'un philosophe anglo-saxon, américain, etc., mais j'en connais pas, qui résiste, qui ne soit pas dans la collaboration. Donc c'est un philosophe qui s'appelle Michael Esfeld, donc allemand. Michael Esfeld, E-S-F-E-L-D. D'accord. Et lui, il travaille pas seulement sur la science, ce qu'on appelle en philo l'épistémologie. L'épistémologie, ça veut dire philosophie des sciences. Il travaille aussi sur la relation entre les sciences et le droit. Donc tu vois, on est en plein dedans et c'est un philosophe extrêmement précieux aujourd'hui pour commenter tout ce qui se passe. Et son diagnostic est absolument sans appel et très brillant par rapport à ce qui se passe depuis 2 ans. C'est qu'au prétexte du sanitaire, au prétexte du médical, ça rejoint ce que disait Agamben, on est dans la fin absolue de l'état de droit. Il n'y a plus d'état de droit nulle part en Occident et ailleurs. Et à la limite ailleurs, c'est plutôt dans les pays du tiers-monde, en Afrique, au Vietnam, qu'on s'en tire beaucoup mieux que dans les chers pays occidentaux. Qui font la morale à tout le monde et qui se permettent de bombarder la Libye, oui, la Syrie, l'Irak, etc., la Somalie, l'Afghanistan. Et il faut sauver la démocratie en Ukraine. L'Ukraine, qui est le pays le plus corrompu du monde, où on assassine les journalistes d'investigation, où on emprisonne les opposants, où il y a une seule télé, où c'est la plaque tournante mondiale numéro 1 de trafic d'enfants. C'est une des plaques tournantes essentielles de la drogue et de la prostitution. Le salaire moyen d'un Ukrainien, c'est 400 €. Mais voilà, vive la démocratie, vive l'Occident, faisons des leçons à tout le monde. Voilà. Ils sont en train un petit peu de réhabiliter, là, juste une petite incise, ils sont un petit peu en train de réhabiliter les nazis, là. On a vu ça à l'Eurovision. Plus c'est gros, plus ça marche. Tout ça, cette espèce d'apogée de ce que depuis Debord on appelle la société du spectacle, ça a commencé quand même avec le spectacle du 11 septembre. Moi, si vous voulez, un jour, on fera des vidéos là-dessus, sur le 11 septembre. Moi, dans une interview, j'ai dit à des Belges, moi je m'en fous de l'art contemporain, c'est encore plus court. Enfin, c'est à l'image de notre monde occidental. C'est un milieu que j'ai bien connu dans un lointain passé. C'est un milieu d'une corruption, d'une bêtise, d'un cynisme sans nom. Donc l'art contemporain, j'en ai rien à foutre. Moi, l'esthétique, ma passion esthétique depuis 1 an, c'est les images du 11 septembre. Je m'éclate, je peux vous faire des exposés sur les images du 11 septembre. Bon, pour revenir... Et du conspirationnisme, parce que la CIA a posé le terme conspirationnisme juste après le 11 septembre pour éviter... Non, c'était revenu. Comme on l'avait dit déjà dans une vidéo, c'est après l'assassinat de JFK. C'est à partir de 67, c'est-à-dire tous ceux qui mettaient en cause le narratif officiel de l'assassinat de JFK étaient traités justement de complotistes. Et donc on les persécutait, on les diffamait, on les éliminait parfois, etc. Et c'est quand même... C'est bon à savoir hein, sur tout ça. Et ils ont ressorti effectivement comme d'un chapeau le 11 septembre pour les mêmes raisons. Quiconque disait... c'est matériellement impossible, ça défie les lois élémentaires de la physique newtonienne. Enfin, c'est comme dire cette pierre ne va pas tomber. De dire que 2 Boeing peuvent faire s'effondrer 2 des plus puissants gratte-ciel du monde. 3, le World Trade Center. Oui, 3, mais sans avion. Le Pentagone, etc. Bon, enfin, abrégeons, c'est ce que je voulais dire qui est très important et qu'on n'avait pas dit dans cette vidéo où on parlait effectivement des origines du mot complotisme.
c'est que JFK s'apprêtait quand même à dénoncer le pouvoir des sociétés secrètes. Voilà. Donc, politiquement, il y a un fil effectivement entre assassinat de JFK 11 septembre et complot mondial contre la santé depuis 2 ans. Voilà. Alors le troisième philosophe dont je voulais parler, c'est un peu un sosie du professeur Tournesol. J'espère qu'il le prendra pas mal. Il a un look, une touche pas possible. Mais il écrit des textes vraiment passionnants. Vous pouvez trouver son blog et vous pouvez trouver, pour ce qui est de la presse écrite, dans l'excellent journal indépendant belge Kairos. Et ce philosophe s'appelle donc Michel Weber, W-E-B-E-R. Vraiment, il fait un excellent travail. Il a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Covid 1984. Quoi, voilà. Et donc, c'est comme ça. C'est un philosophe qui n'était pas très connu jusque-là, mais qui a très très bien compris ce qui était en train de se passer. Sans doute parce qu'il semble avoir un mode de vie assez loin d'Internet. Il n'a pas de téléphone portable. Et donc, ça lui donne une lucidité. Alors, il y en a un autre, en fait, ça me vient, tandis même que j'en parle, qui est quelqu'un que j'ai... Ah, mais non, mais je ne peux pas dire, parce qu'il a publié sous anonymat. Bon, alors je me contenterai de dire, achetez tous, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je me répète, c'est un livre que j'ai lu 2 fois. Première fois en PDF, seconde fois papier, plume à la main, j'ai pris plein de notes. Vraiment, lisez-le, hein, tous les gilets jaunes constituants, parce que c'est une mine d'informations Et comment politiques. ça s'appelle ? Ça s'appelle Manifeste conspirationniste, t'as forcément un peu entendu parler ça, non ? Et c'est sorti dans le mainstream, ça c'est, je sais pas comment il a fait. Du reste, l'éditeur, les éditions du Seuil, le type qui dirige les éditions du Seuil, s'est très durement attaqué par toute la presse oligarchique. La prostituée, en fait. La prostituée, voilà, pour avoir osé publier ce livre qui, en temps normal, aurait dû être publié chez des éditions indépendantes. Du coup, ça fait un buzz, ça veut dire que tu le trouves assez facilement dans les librairies. Manifeste conspirationniste, c'est vraiment un... Ça restera dans l'histoire comme le classique de Marx et Engels ou le classique de Breton et Soupeau, Manifeste du surréalisme. Pour moi, c'est vraiment un livre historique, c'est un très grand livre que tous les gilets jaunes doivent se procurer sans la moindre hésitation. Et derrière, à mon avis, oui, il y a des gens qu'on peut qualifier de philosophes, mais comme ils ont choisi l'anonymat, un petit peu comme les gens qui sont en train de me filmer, du reste, je vais faire des petites démarches pour... Bon, j'en dis pas plus, pas devant une caméra. Donc, peut-être qu'on pourra faire un live avec Cagoule. Ah, ça serait sympa. T'as tout compris. Voilà, force et honneur les amis, on lâche rien. Merci force et au honneur philosophe Mehdi Belhaj Kassem, philosophe gilet jaune, philosophe résistant. On lâche rien les amis.